Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Médien TV. La COP28 s'ouvre le 30 novembre à Dubaï, donc demain. Sortie rapide et équitable des énergies fossiles, accord sur le déploiement massif des énergies renouvelables, déploiement d'un fonds pour les pertes et dommages, des financements climat vers les pays du Sud, mise en place de taxes sur les gros pollueurs. Les attentes sont grandes pour cette COP. Les États feront le bilan de santé de la planète pour la première fois depuis l'accord de Paris de 2015. Objectif : évaluer les lacunes des engagements climatiques et réfléchir à des solutions pour limiter le réchauffement à l'horizon 2030. Aujourd'hui, plus que jamais, l'avenir de la planète est en jeu. Chaque année est la plus chaude jamais enregistrée. La planète s'est réchauffée de 1,2 degrés Celsius depuis l'ère pré-industrielle et chaque dixième de degré de réchauffement supplémentaire peut avoir des conséquences désastreuses. Plus la planète frôle les 2 degrés Celsius, plus le risque d'atteindre des points de bascule est important. Et pourtant, les émissions de gaz à effet de serre mondiales n'ont cessé d'augmenter depuis l'accord de Paris. Selon le dernier rapport de l'ONU publié en amont de la COP, les engagements climatiques pris par les pays du monde entier à l'heure actuelle placent la planète sur une trajectoire de réchauffement allant jusqu'à 2,9 degrés Celsius d'ici 2100. Alors que certains appellent au boycott de cet événement, d'autres ne veulent surtout pas laisser leur banc vide. Ces défenseurs de l'environnement croient encore en un monde meilleur et en l'espoir de voir la planète sortir de sa dépendance vis-à-vis des énergies fossiles. Le continent africain, lui, paie le plus lourd tribut. L'Afrique doit mobiliser plus de 200 milliards de dollars par an pour sa réponse climatique d'ici 2030. Le continent est également confronté à un déficit de financement de 1 200 milliards de dollars pour ses objectifs de développement durable d'ici 2030. Comment agir pour le climat ? Quelles actions mettre en place ? Peut-on encore sauver la planète ? Débat ce soir dans Question d'actu. Pour en parler avec nous ce soir, Driss Laïsaoui, vous êtes analyste économique et politique. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. Avec nous également sur le plateau, monsieur Mohamed Sinan. Donc, vous êtes expert en ressources en eau et en changement climatique. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et avec nous depuis Marrakech, le professeur le professeur Mohamed Yacoubi Khabiza. Donc, vous êtes professeur à l'université Qadi Iyad de Marrakech et expert en environnement, développement durable et changement climatique. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir partagé madame. Alors, je vais commencer par un tour de table. La COP28, les enjeux. Commençons avec vous, monsieur Mohamed Sinan. Alors, les enjeux sont énormes parce que le problème est très important qui touche donc toute la planète. Donc, beaucoup d'efforts ont été faits depuis le début de ce processus, il y a environ une trentaine d'années, avec les COP. Mais bon, il y a des avancées, mais pas suffisamment. Donc, les enjeux et les attentes sont très importantes, notamment en matière de transition énergétique. Donc, pas assez de développement des énergies renouvelables. Donc, l'objet, c'est un peu d'accélérer donc le remplacement des énergies fossiles par des énergies donc, renouvelables. Aussi, en matière donc, de financement des actions d'atténuation et surtout d'adaptation des pays vulnérables comme le Maroc. Généralement, ces pays vulnérables sont ceux qui émettent le moins de gaz à effet de serre, donc ils sont un peu victimes des émissions émises par les pays développés, industrialisés. Et puis donc la finance climat donc à développer, donc c'est des procédures donc à développer qui sont pas très simples. Vous avez dit que l'Afrique, c'est un pays le plus vulnérable, mais celui qui bénéficie le moins de financement, parce que justement, donc, les procédures sont très compliquées, très dures à mettre en place. Et le moins pollueur aussi. Et le moins pollueur, à peine 4% des gaz à effet, des émissions des gaz à effet de serre. Donc les attentes sont très importantes, donc on espère que ça va donner des résultats positifs. Donc le financement, l'accélération des énergies donc vers les énergies vertes,
Et vous, Monsieur Oui. Yaissaoui, que pouvez-vous nous dire sur ces enjeux de la COP28? Écoutez, les enjeux ne datent pas d'hier. C'est vrai que ça fait pratiquement une trentaine d'années que la communauté internationale tire la sonnette d'alarme, disent que l'utilisation des énergies fossiles va nous amener à des situations intenables. Et c'est une situation déséquilibrée où ceux qui ne polluent pas beaucoup sont obligés de payer beaucoup maintenant parce que les conséquences sont des conséquences qui frappent d'abord ceux qui sont petits, ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui n'ont pas l'argent. Et vous l'avez cité dans votre introduction, nous sommes devant une situation où l'Afrique doit rassembler des milliards de dollars pour pouvoir faire face à cette situation. Alors, comment le faire? C'est extrêmement difficile parce qu'il faut changer tout le mode de consommation des énergies que nous utilisons. Et ça demande des moyens. Ça demande énormément de moyens. Ce n'est même pas la peine d'en parler aujourd'hui. Il y a eu un effort au niveau de la COP de Paris. Je ne voudrais pas parler des COP précédentes, dans celle qui a été tenue à Marrakech, au Maroc. Mais je parle juste à partir de Paris, où un engagement solennel a été pris de ne pas dépasser les 2% pour éviter justement cette surchauffe qui pourrait mettre en péril les économies de ces pays-là. Je pense que ça n'a pas été le cas et on a vu les COP se succéder, se suivre, mais sans vraiment de résultats concrets. La seule chose qui existe aujourd'hui, c'est une prise de conscience. C'est que tous les habitants du monde entier sont disons, au courant, savent exactement la gravité de la situation dans laquelle nous sommes. Et je pense que ça va prendre encore un tout petit peu plus de temps, mais comment mobiliser tout cet argent, comment mobiliser cette façon de faire, ça, c'est des questions qui se resteront posées, mais du moins la COP28 va être une occasion sérieuse parce qu'elle se tient dans un pays producteur d'énergie fossile. Le 7e producteur mondial. Absolument. Ils sont là, ils vont réfléchir, ils vont poser aussi les questions. Et j'espère qu'on va avoir l'intelligence qu'ils ont eue eux-mêmes de développer beaucoup d'activités qui ne dépendent pas directement des énergies fossiles et faire en sorte que les énergies renouvelables soient véritablement au départ de toutes les stratégies que les pays vont adopter dans les années à venir. Et puis peut-être même financer ces énergies propres avec justement les revenus émanant de l'extraction de pétrole. Mais les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et d'autres pays au Moyen-Orient ont compris cela. Ils ont laissé de côté les énergies fossiles, ils ont commencé à développer un certain nombre de stratégies qui leur donnent cette capacité de pouvoir utiliser, produire sans se référer aux énergies fossiles. Donc ça, c'est des choses qui viendront et j'espère que cette réunion de la COP28 sera une belle occasion pour l'ensemble de l'humanité de pouvoir se réveiller et dire halte au gaspillage. Réveil donc de l'humanité, et la sonnette d'alarme a été tirée depuis bien longtemps. Je viens maintenant vers vous, Monsieur Mohamed Yacoubi Khbiza. Que pouvez-vous nous dire sur ces enjeux de la COP 28? Non, j'ajoute par rapport à ce qui a été dit par les deux collègues. Il y a des priorités, il y a des enjeux, il y a des attentes. Les priorités, c'est les priorités des Émirats arabes unis. Ils ont des priorités. Ils veulent faire de cette COP une COP très marquante. Donc, on a dans l'histoire, il y a 3 COP qui ont marqué l'histoire des négociations. C'est le Kyoto, c'est Paris et maintenant c'est Dubaï. Ils ont mis sur la table des financements énormes pour essayer de faire réussir cette réunion. On s'attend à ce qu'il y ait presque 100 000 participants. C'est presque le double de ce qui a été reçu en Égypte. Donc, il y a des priorités. La priorité, c'est d'essayer de faire de cette COP une COP inclusive et accessible à tout le monde. Deuxièmement, ils vont essayer d'appuyer le volet atténuation. Et moi, ce que je crains par rapport à ce qui a été dépassé Yaissaoui, c'est qu'étant un pays très producteur des énergies fossiles,
et que les négociations vont, comme toujours, comme dans le passé, vers le volet atténuation. Il y a beaucoup d'associations des ONG qui, sur le plan éthique, ils ont lancé des critiques. Par exemple, comment ça se fait que dans une puissance où l'économie est basée sur les énergies fossiles, on tient la COP. Justement, d'où la proposition dont j'ai parlé tout à l'heure quand on parle du fait d'utiliser les revenus justement qui sont générés par ces exploitations du pétrole pour pouvoir financer et accélérer cette transition vers les énergies vertes. Et ça, c'est un volet. Mais dans les changements climatiques, on a deux volets. On a des inventaires des gaz chauds qu'on invente, c'est une comptabilité, et on a l'empreinte carbone qu'on est en train d'exporter à l'extérieur. On ne rentre pas dans les détails, mais c'est un risque. Troisièmement, il essaye de parler beaucoup du fonds qui a été élaboré au niveau de Sharm el-Sheikh et qui concerne tout ce qui est perte et préjudice. C'est très important pour les pays vulnérables, comme le cas du Maroc, comme le cas des pays insulaires, comme le cas de l'Afrique. Et enfin, et c'est fondamental, le plus important, c'est essayer de mettre en place et d'assurer un accès équitable en ce qui concerne la finance climat. Et je pense, en ce qui concerne toutes les discussions, les deux volets les plus importants qui ont toujours posé de problèmes, c'est tout ce qui est en relation avec les pertes et les dommages et tout ce qui est en relation avec la finance climat. Là, c'est pour les priorités. Maintenant, les attentes, ça a été dit par mon collègue, c'est tout simplement essayer de sortir de tout ce qui est économie basée sur les énergies fossiles, essayer de développer tout ce qui est énergie renouvelable. Et là, il y a un écart très grand entre les pays développés et les pays émergents. Pour cela, il faut mettre sur la table un financement destiné aux pays du Sud et travailler sur le fonds pertes et préjudices. Les enjeux, vous savez, l'accord de Dubaï se tient dans un moment sur le plan climatique très grave. Tous les indicateurs en relation avec que ce soit le dérèglement climatique, que ce soit le changement climatique, que ce soit les phénomènes extrêmes, sont alarmants. Vous l'avez déjà dit, si on continue à travailler de la façon actuelle, on va tomber sur 3 degrés Celsius et pas sur un 5 en relation avec l'accord de Paris. Il y a des tensions géopolitiques, que ce soit ce qui se passe actuellement dans la région du Moyen-Orient, que ce soit ce qui se passe au niveau de l'Europe. Donc, il y a des enjeux géopolitiques qui, dans tous les cas, essaient de freiner les négociations. Donc, dépasser le désaccord, il y a toujours des accords, et les collègues, on a participé à des COP, on sait le désaccord qui émerge, surtout lorsqu'on parle de ces problèmes, de ces points très importants. Et il y a le plus important, c'est essayer de mettre en place un plan d'action qui est efficace, mesurable et réalisable. Donc ça, c'est à mon avis, c'est les 3 parties, les enjeux, les priorités et les attentes de la COP de Dubaï. Ce plan d'action justement dont vous parlez, ce plan d'action dont parlait M. Yacoubi Kharbiza, donc, qui appelle à ce qu'on respecte les objectifs et à ce que des actions soient mises en place, mais souvent il y a des promesses qui sont faites, qui ne sont pas honorées, il y a des promesses qui sont faites sur le papier mais qui finalement ne sont pas concrétisées. Donc quels sont les objectifs qu'on pourrait établir lors de cette COP 28 et donc des objectifs qui soient bien évidemment réalisables selon vous, M. Mohamed Sinan? Alors, justement, moi je pense qu'il y a 2 blocs avec, disons, une puissance inégale. Donc, il y a les pays industrialisés qui ont des moyens, qui sont puissants. Et qui sont pollueurs. Qui sont pollueurs. Et puis, en face... Qui ont une responsabilité historique. Oui, exactement. Et puis, négliger. Il y a les pays vulnérables qui ont peu de moyens, etc. Donc, il n'y a pas un équilibre sur la table de négociation. Comme on dit mes collègues, moi aussi je crains que les négociations s'éternisent. Quand même, ça fait une trentaine d'années et on n'a pas beaucoup avancé. L'accord de Paris a prévu donc un financement de 100 milliards de dollars par an. On ne l'a pas encore atteint aujourd'hui. 100 milliards de dollars par an par rapport à toute la communauté internationale. Et ça a été promis en 2009. Pardon ? Ça a été promis en 2009 déjà. Oui, et on ne l'a pas encore atteint. Donc 100 milliards pour les pays industriels, c'est rien du tout. Et on ne l'a pas atteint. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a réellement une volonté
je ne suis pas très sûr. Ça d'une part. D'autre part aussi, donc, les pays producteurs de pétrole. Ça va être difficile, disons, qu'ils cèdent sur une ressource qui est capitale pour leur développement. Ils ne vont pas laisser comme ça tomber une ressource naturelle qu'ils ont sous le sous-sol pour, entre guillemets, faire plaisir donc, aux pays vulnérables. Donc eux-mêmes, je pense, ils vont essayer de tirer donc, au maximum pour gagner du temps et pour utiliser et vendre le maximum de pétrole et d'hydrocarbures qu'ils ont dans le sous-sol. Ce qui est tout à fait, entre guillemets, ça ne veut pas dire que moi je suis d'accord avec eux, mais disons, ça peut se comprendre facilement. Donc maintenant, ce qu'il faut espérer, disons, c'est que cette finance se mette en place concrètement. Donc là, on commence à parler maintenant à 300 milliards de dollars par an d'ici quelques années, je crois 2025, alors qu'on n'a pas encore atteint réellement les 100 milliards. Donc ce que je veux dire par là, les pays vulnérables qui ont été donc touchés réellement par les impacts du changement climatique, les conséquences des émissions des gaz à effet de serre. Comme l'Afrique, comme le Maroc est dans l'Afrique. C'est tout ce qu'on peut espérer, ce que, disons, donc une prise de conscience donc, mondiale se mette en place pour aider davantage donc, ces pays donc, vulnérables qui sont affectés par les gaz à effet de serre, augmentation de température. On voit ici au Maroc, on est en décembre, on est habillé comme si on était en été. Il ne pleut pas, malheureusement. Malheureusement, on connaît la situation de nos barrages et donc l'impact sur l'agriculture et donc sur l'économie. Et ça, c'est tous les pays donc africains, la grande partie des pays africains, des pays de pourtour méditerranéen, etc. Donc, c'est des impacts réels et mesurés et mesurables et non pas des impacts imaginaires. Alors, la finance climat, c'est pas un cadeau comme ça qu'on donne, c'est tout simplement pour un peu rattraper ce que ces pays ont perdu à cause du changement climatique. Un exemple simple, il faut construire des barrages. Des barrages, ça coûte de l'argent. Un peu partout, les stations de dessalement, ça coûte de l'argent. Le transfert d'eau entre bassins, ça coûte de l'argent. Tout ça, c'était pas nécessaire s'il n'y avait pas la problématique des changements climatiques. Donc, moi, ce que je pense, c'est que si ces pays sont solidaires, les pays vulnérables, avec le soutien de la société civile, avec le soutien des scientifiques, je pense qu'on pourra avancer, mais pas atteindre ce qu'on aimerait tous, à savoir donc le remplacement total des énergies fossiles par les énergies renouvelables. Bien évidemment, au moyen d'un soutien financier international. Bien sûr, mais c'est ça la finance climat. Et donc, est-ce que c'est réalisable finalement ? Déjà, donc, comme j'ai dit, donc, on n'a pas atteint 100 milliards, mais on y est presque. Apparemment, ça va être atteint on est en 2023, fin 2023. Donc on y est presque, mais c'est rien du tout, 100 milliards par rapport à tous les pays donc, vulnérables. C'est comme a dit mon collègue Issaoui tout à l'heure, c'est une affaire de plusieurs milliers de milliards pour venir en aide aux pays qui subissent de plein fouet donc, les conséquences donc, du changement climatique. Les barrages sont vides. Avec quoi ces gens vont irriguer, avec quoi ils sont déjà, disons, entre guillemets, on les appelle en voie de développement, donc on les appelle sous-développés, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de beaucoup de soutien pour qu'ils avancent. Mais avec le changement climatique, ça va être encore plus difficile. Un soutien donc nécessaire. Je me tourne vers vous, M. Driss Laïsaoui. Quels sont aujourd'hui les défis, les obstacles économiques et politiques justement à la réalisation de ces objectifs ? Et comment les entreprises et le secteur privé peut-il améliorer la situation ou soutenir tout du moins Ça va être très compliqué, sincèrement. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on est en train de parler aujourd'hui de quoi ? On est en train de parler d'utilisation des ressources
naturelles ou des ressources techniques, notamment les énergies fossiles, etc. Et on demande aux gens d'arrêter d'utiliser des énergies fossiles, de les remplacer par d'autres ressources, d'autres énergies, telles que l'énergie solaire, telles que l'énergie éolienne, etc. Mais déjà, avec ça c'est de l'investissement, ça c'est de l'argent. Et ce n'est pas le petit entrepreneur du coin qui va devoir prendre tout ça en considération ou le prendre en charge. Ça va être complètement difficile. Moi, je voudrais juste vous rappeler une petite chose. C'est que le Maroc, quand il a organisé chez lui la COP22, il a fait 2 COP. Une pour la Méditerranée, la MEDCOP, et une autre, comme celle de Paris, pour pouvoir discuter, négocier. Et c'était de grands débats. Et il y a eu des avancées. Absolument. Les pays africains se sont réunis. Le Maroc a pris des initiatives. Et les choses ont été inscrites. Mais le problème, c'est quand vous faites tout ça, les Africains se sont prononcés à ce moment-là. Il y a eu Sa Majesté le roi Mohamed VI qui avait pris une initiative, allé de l'avant, il est monté au créneau, il a poussé à ce que les gens puissent effectivement prendre en considération toutes ces problématiques-là. Ça n'a pas été facile, ni possible. D'ailleurs, à cette époque-là, même quand on a joint entre les opérateurs au niveau de la Méditerranée et ceux du monde entier qui étaient à Marrakech pour pouvoir dire, voilà, on va faire rencontrer les objectifs, ce n'était pas possible. Donc ce n'était pas tellement une question de volonté finalement. Ce n'est pas une question de volonté politique. Prenez un exemple. Un pays, par exemple, comme les États-Unis ou la Chine, qui sont de très gros pollueurs. Absolument. Ils ne veulent plus discuter avec M. X ou M. Y. Pour eux, ils sont dans la raison, ils sont dans la logique qui est la leur. Donc, ce ne sont pas des gens que vous allez obliger de prendre ces conditions, de prendre justement ces solutions qui ne les ça ne les arrange pas du tout. Donc, ce n'est pas la peine de pouvoir en parler, je pense. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué, toutes les COP qui sont venues après celle de Marrakech, elles ont traîné la patte. Elles n'ont pas pu prendre des décisions fortes qui les marquent. Justement, en parlant du bilan de ces COP, j'aimerais me tourner vers vous, Monsieur Mohamed Yacoub Birbiza, et faire ce bilan, justement. Que peut-on dire? Ont-elles réellement servi à quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Où on en est exactement aujourd'hui, finalement? D'ailleurs, on parlait du président Joe Biden qui ne sera pas présent, qui a annoncé qu'il ne sera pas présent pour cette COP. Donc c'est un message fort. Qu'est-ce que ça veut dire finalement, tous ces éléments-là? D'accord. Avant de parler de l'historique des COP, je voudrais préciser que les objectifs des négociations ne peuvent pas être atteints si, premièrement, que tout le monde soit convaincu de la réalité du changement climatique. À un certain moment, on sent que la problématique climatique, la problématique du dérèglement du climat concerne seulement les pays émergents ou les pays en voie de développement. Il faut que les décideurs comprennent que c'est une réalité. Deuxièmement, on doit oublier la notion de la responsabilité historique. C'est une notion qui a causé beaucoup de problèmes, que ce soit en relation avec les négociations de Kyoto et actuellement. On doit comprendre que la problématique touche tout le monde et qu'on devrait tous faire un effort en fonction de nos capacités pour faire réduire les effets, réduire les émissions, s'adapter. Troisièmement, il faut avoir une volonté politique. C'est Sinal l'avait dit. Alors, on peut passer toute notre vie à négocier, à débattre, à discuter. Mais s'il n'y a pas une volonté politique, on n'y arrive pas. On a vu l'historique des COP. Et troisièmement, il faut mettre en place, et c'est fondamental, mettre en place un système de la finance climat qui est juste. Tout ce qu'on dit maintenant en relation avec la finance climat, c'est en faveur des pays développés. Il faut instaurer des mécanismes en relation avec les financements climatiques qui soient justes et équitables, surtout pour les pays émergents. Mais justement, comment parler de finances climat qui soient justes? Justement, selon le dernier rapport qui a été publié en septembre par Planet Rakers,
il a été énoncé que 20 pays seront responsables d'ici 2020, entre 2020 et 2050, seront responsables de la majorité des gaz à effet de serre qui vont être, je cherche mon mot, voilà, dissipés dans l'air, voilà. Et donc, comment peut-on parler de justice climatique dans ces cas-là, quand c'est 20 pays qui sont responsables de ce qui se passe dans le monde entier, finalement? Oui. La justice climatique en relation avec la finance climat, on doit préciser les termes. Normalement, quand on parle de la finance climat, les gens comprennent que c'est des dons, c'est une aide. Moi, j'aime pas utiliser la notion d'aide en relation avec l'environnement. Non, c'est pas une aide. Vous savez que les 100 milliards de dollars qui a été annoncés, en grande partie, c'est des prêts. C'est des prêts avec des taux d'intérêt très élevés qui va augmenter le taux d'endettement des pays en voie de développement. Et pour les pays, c'est au détriment de tout ce qui est social. C'est une réalité. On a participé à la réunion annuelle de la Banque mondiale. On doit mettre en place un mécanisme de financement climatique juste et durable. On doit favoriser tout ce qui est don. Et ce n'est pas don entre deux guillemets, mais ce n'est pas des prêts. La grande partie, ça passe par des banques, par des structures bancaires. Et un banquier, il a intérêt à gagner. D'accord? On doit favoriser tout ce qui est stimulation de l'économie durable, de la finance durable. D'accord? Pour essayer de lutter contre le changement climatique. Mais la façon dont ces flux de capitaux circulent entre le nord et le sud actuellement, ça mène pas, à mon avis personnel, à résoudre le problème du climat, certes, mais il crée d'autres problèmes. On doit penser, surtout les économistes, surtout les gens qui travaillent sur la finance climat, doivent penser à gérer les choses d'une façon durable, à instaurer une économie verte, durable, fondée. Ça, pour la première partie. Maintenant, pour les COP, l'historique. Donc, on a cumulé une grande expérience. L'expérience des COP, ça a commencé à partir de 1992 avec la réunion de Rio. On a la première COP, c'était en 1995, c'était à Berlin. On a commencé timidement à parler du changement climatique et à l'époque, il n'y avait pas la possibilité de dire que le changement climatique, elle est directement lié à l'activité de l'homme. Ce n'est qu'en 1996, lors de la réunion de la Suisse, qu'on a dit que le changement climatique est en grande partie est dû à l'activité de l'homme. Oui, donc ça, c'est l'avant Kyoto. Oui, en 1996, ça est devenu la Kyoto. Kyoto, c'était la première COP où on a fait des décisions contraignantes. Et à mon avis, ce volet contraignant qui a posé beaucoup de problèmes. Ça n'a pas marché. On a fait des mécanismes en parallèle, surtout en relation avec les marchés de carbone, les MDP, etc. Ça n'a pas marché. C'est l'accord qui a mis presque 8 ans pour être ratifié. Et c'est l'accord où les pays les plus émetteurs du carbone, qui est la Chine et les États-Unis, ne l'ont jamais ratifié. Et c'est l'accord pour lequel le Canada aussi s'est retiré en 2011. Donc, c'est un accord qui est né, mais qui est resté mort. À un certain moment, on a compris que ça ne peut pas continuer et qu'on devrait chercher d'autres mécanismes pour lutter contre le changement climatique. Et là, c'est venu l'accord de Paris. L'accord de Paris, ce n'est pas un accord contraignant. L'accord de Paris, c'est tout simplement, on essaie d'oublier la responsabilité historique et on demande aux pays, en fonction de leur capacité économique, environnementale et sociale, de faire un effort pour réduire leurs émissions. Et l'accord de Paris a été franchement une étape très marquée dans les négociations. Une étape très marquée parce qu'on a tenu compte pour la première fois de l'adaptation, chose qui a été oubliée dans l'accord de Kyoto. On a travaillé seulement sur l'atténuation. Et à l'accord de Paris, on a compris qu'on devrait faire un effort aussi en relation avec l'adaptation. Et on a essayé de mettre le grand problème, c'est quand on parle, il ne faut pas continuer à parler comme ça, il faut faire de la métrique, il faut parler des choses mesurables, quantifiables. Et on a commencé à faire la métrique de l'adaptation. L'accord de Paris, on a compris aussi que c'est une problématique, c'est un problème qui n'est pas lié seulement aux décideurs, qui est lié aussi à la société civile, qui est lié aux décideurs à l'échelle locale, régionale, etc. Et après Paris, il y a les autres COP, Sharm el-Sheikh, Glasgow, Pologne, etc. On essaie de mettre en place les mécanismes pour activer l'accord.
mais il y a toujours des problèmes. Et justement, en Donc, parlant de la derrière- COP de 2015, il y a cet objectif de 2,5 degrés Celsius à ne pas dépasser. Et pourtant, ce que dit d'ailleurs l'Agence internationale de l'énergie, c'est qu'il ne faut pas lancer de nouveaux projets, qui soient pétroliers en tout cas, ou fossiles. Et pourtant, au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis, en Norvège, il y a certains pays qui ont lancé de nouveaux projets et qui n'ont même pas encore vu le jour. C'est des projets pour les 5-10 prochaines années. Que peut-on dire de ça, Monsieur Sinan? Bah, d'ailleurs, je pense que personne ne croit que maintenant donc, l'accord de Paris sera respecté, à savoir donc, une augmentation de la température moyenne du globe de 1,5 à 2 degrés. Maintenant, on essaie de limiter encore les dégâts, mais vu comment les choses se passent, personne n'y croit vraiment. On parle maintenant de 3 degrés, on parle de 3,5, dans certaines régions aussi, même plus. Donc ça, c'est la conséquence de ce qu'on est en train tous de dire maintenant, c'est que la décision est dans les mains des puissances qui détiennent donc, à la fois donc, le pouvoir de décision. Si eux, ils veulent, du jour au lendemain, les choses vont changer, mais ce n'est pas le cas. Et d'autre part, comme on l'a dit, c'est que comment les convaincre de laisser tomber donc, des ressources naturelles qu'ils ont dans le sous-sol, et je ne vais pas dire qu'ils s'appauvrissent pour, disons, faire plaisir donc, à des pays. Et là, on parle de projets qui n'ont pas vu le jour encore. Oui, donc ça c'est pour dire que malheureusement, les choses sont mal parties. Il faut savoir que les chefs d'État de ces pays, c'est des chefs d'État qui sont élus. Et donc, si donc il y a des entreprises, des multinationales qui ont donc la force, donc un impact beaucoup sur les élections et donc sur l'élection des chefs d'État, etc. Donc, si un président de ces pays, donc, par exemple de ces pays industrialisés, disent que moi, si je deviens président, je vais faire ceci, je vais faire, peut-être il ne sera pas élu. Et donc, ou s'il est élu, donc il va avoir des problèmes par la suite, tout simplement parce que il y a le pouvoir économique, le pouvoir financier du privé, des entreprises. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense que il faut aller, j'espère qu'il faut aller parallèlement, à la fois donc une réduction et non pas une interruption brutale et une diminution de l'utilisation des énergies fossiles et une augmentation parallèlement, donc aider les pays en voie de développement pour développer donc des projets donc avec des énergies renouvelables, et aussi chez eux, dans les pays industrialisés, développer donc le secteur des énergies renouvelables. Mais quand à arrêter comme ça, donc, vous savez, il y a même des pays, il faut le dire, il y a des pays même en voie de développement en Afrique qui sont riches en pétrole. Est-ce que vous pensez qu'ils vont arrêter comme ça pour faire plaisir à d'autres, peut-être des voisins? Leurs voisins qui n'ont pas de pétrole, ils vont dire qu'on va devenir faible, peut-être même à notre propre voisin. Donc la question, elle est difficile. Donc peut-être, encore une fois, il faut aller doucement et développer, aller dans le bon sens des deux côtés. Réduire de façon graduelle donc, l'utilisation des énergies fossiles et augmenter de façon substantielle le développement des énergies renouvelables dans le monde entier, y compris dans les pays développés et industrialisés. Une réduction donc lente ou aussi rapide que possible des énergies fossiles, comme vous venez de le dire, et développer et accélérer les énergies propres. Je me tourne vers vous, Monsieur El-Aissaoui. Comment arriver à cette combinaison? Comment concilier entre économie et défis climatiques, justement? Vous êtes en train de poser les problèmes les plus graves auxquels même les chefs d'État n'arrivent pas à répondre aujourd'hui. Parce qu'il faut concilier entre action climatique et économie. C'est là le cœur du problème. Absolument. Mais le problème, il est resté. D'abord, vous savez, la réduction des activités à forte teneur en carbone, ce n'est pas une activité très simple. Il y a un travail didactique à faire. Et
Je pense que le Maroc a réussi à intégrer dans le processus scolaire, dans l'apprentissage, surtout pour les enfants. Parce que l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de préparer les générations à venir à ces problématiques-là. Parce que ce sont les décideurs de demain que vous êtes en train de former, leur dire, attention, votre avenir est entre parenthèses. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à gérer au mieux vos ambitions, à gérer au mieux vos contraintes en matière de développement. Et je pense que les Marocains, les Africains et tous les autres pays vont regarder avec un œil attentif ce qui va se passer à Dubaï. Mais on ne peut pas s'attendre après Dubaï qu'il y ait une révolution en matière d'atténuation ou de réduction des effets ici ou là. Parce que c'est vrai que Dubaï, les Émirats arabes unis, c'est un grand pays qui a fait des avancées extraordinaires en matière de ressources solaires. Et ils ont fait des investissements énormes dans ce domaine-là. D'ailleurs, ils sont parmi, même des fois, ils dépassent un certain nombre de pays. Le Maroc l'a fait aussi. Mais est-ce que c'est suffisant? Ce n'est pas suffisant. Ça ne sera jamais suffisant. Pourquoi? Parce que nous avons une activité humaine, une activité industrielle et commerciale basée sur le principe de l'utilisation des énergies fossiles, qu'on le veuille ou non. Même pour le dessalement d'eau de mer, par exemple, qui est une activité extrêmement importante, nous avons un certain nombre de stations qui ont été créées à Agadir, dans d'autres villes, etc. Mais ça coûte de l'argent. Vous devez faire fonctionner, dans le meilleur des cas, vous le faites fonctionner par du pétrole. Sinon, l'énergie solaire. Sinon, finalement, vous avez toujours besoin de cette belle énergie. Il y a autre chose. Nous avons le Maroc qui est en train de développer un projet de gazoduc entre le Nigeria et le Maroc qui va concerner 15 pays. C'est-à-dire que c'est un croissant de pays au niveau du Sahara, au niveau des pays du Sahel, qui était considéré comme étant l'origine de la subversion, de l'extrémisme, etc. Et ce sont ces pays-là qui, demain, vont devenir les exportateurs de l'énergie forte au cœur de la Méditerranée. Et le Maroc est en train de participer à cela. Et je pense que, d'après ce que j'ai entendu, les travaux de réalisation de ce gazoduc vont commencer début des années 2024, ce qui est extraordinaire parce qu'il fallait rassembler l'argent, faire les études, mettre autour des tables les opérateurs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette énergie? Qu'est-ce qu'on va faire avec toutes les demandes qui nous parviennent? Je voudrais juste rappeler votre attention sur une chose. Qu'est-ce qui se passe depuis un certain nombre de jours? Nous avons des changements climatiques graves au niveau de la France, avec des éboulements je ne sais de quoi. Ça, c'est des choses qui devraient arrêter la machine et dire qu'est-ce qu'on va faire avec le climat. Et justement, d'où tout à l'heure le fait de dire que si on pouvait utiliser ces énergies fossiles puisqu'elles sont là et qu'elles sont exploitables, on va essayer de les limiter évidemment, mais si elles peuvent être exploitées aujourd'hui puisqu'elles sont là pour financer justement ces projets d'énergie propre qui seront utilisés dans le futur, ce serait au moins bénéfique. Ce n'est pas sûr du tout. Personne n'acceptera de prendre de l'argent qui est là, disponible, frais, et de le mettre dans des projets qui vont prendre du temps pour être réalisés. Et c'est ça la problématique. Et c'est de là où ma réaction tout à l'heure elle était justifiée. Comment voulez-vous que l'on puisse gérer au mieux ces contraintes alors que nous n'avons pas les moyens de le faire? On ne peut pas le faire. Et ce sont les pays pauvres, les pays faibles en termes d'argent, en termes qui ne sont pas du tout pollueurs, qui sont obligés de payer la facture. C'est ça le problème. C'est que tous les pays du monde entier, il y a beaucoup de pays qui ne feront rien. On a dit la Chine, les États-Unis, l'Europe de manière générale, qui sont de gros pollueurs, ils ne paieront aucun prix. Ce sont les pays pauvres qui vont le payer, malheureusement. Les pays vulnérables. Et justement, Monsieur Mohamed Yacoubi Khbiza, que fait le Maroc aujourd'hui? Comment s'adapte-t-il à ce changement climatique? Très bien. Je reviens à une petite chose. Au niveau des négociations, ce sont des négociations très difficiles.
Ce sont des négociations très déséquilibrées, avec des staffs bien armés qui viennent des pays développés, et en face, il y a des petites équipes qui arrivent. Et les négociations, c'est très difficile et ça pose beaucoup de problèmes. Je donne un petit exemple. Au niveau de la COP de Sharm el-Sheikh, la déclaration finale a été retardée 24 heures presque. Pourquoi? C'est sur la base d'un mot. Il y avait un article qui dit que les pays doivent réduire leurs émissions liées aux énergies fossiles. Il y a par exemple la Chine, l'Inde qui sont opposés. Et on a mis 24 heures pour introduire le verbe faire. Et c'est devenu faire à réduire. Et ça devient plus une obligation. Donc les négociations sont très difficiles et la discussion, c'est entre les lignes. Il faut faire un effort au niveau de discussion. Parfois, même au niveau de discussion. Imaginez au niveau de Sharm el-Sheikh, on a proposé la création d'un forum en relation avec les pertes et les préjudices, et on n'est pas encore d'accord sur la définition des pertes et des préjudices. Peut-être on revient. Donc, on a créé un fonds, mais on n'est pas d'accord sur les deux termes, car ces deux termes posent beaucoup de problèmes pour les pays développés. D'accord? Pour le Maroc, il fait beaucoup d'efforts. Le Maroc, par rapport aux pays africains et les pays arabes, on est les premiers. Je peux vous dire, par exemple, qu'en termes de drainage de la finance climat, le Maroc arrive à drainer presque 70% des dons et de la finance climat à l'échelle de l'Afrique, et même à l'échelle des pays arabes, de la MENA et de Moyen-Orient. Au niveau d'infrastructures, que ce soit en relation avec l'atténuation, surtout les exemples des énergies renouvelables, des énergies non, parcs solaires nord, les énergies éoliennes, l'hydroélectrique, etc. Le Maroc fait beaucoup d'efforts et on est sur la bonne voie. On fait plus en relation avec l'adaptation. En termes d'adaptation, le Maroc a beaucoup de programmes, a beaucoup d'initiatives, a son stratégie de développement durable qu'on est en train de revoir, qui a été revue pour s'adapter au nouveau modèle de développement. On fait beaucoup de choses au Maroc, on a beaucoup de projets, on est en train de faire beaucoup de choses. Le problème, c'est qu'on devrait valoriser nos compétences, on devrait valoriser nos ressources et on devrait être capable de passer de l'étape des capacités d'adaptation, les transformer à une adaptation. Donc le Maroc, d'une façon générale, on est sur la bonne voie et on n'a pas le choix, car a été dit par Cécile, nous sommes un pays qui est très vulnérable sur le plan géostratégique en relation avec les énergies. Le Maroc, il est obligé, il est condamné à faire beaucoup d'efforts en relation avec l'atténuation et aussi en relation à l'adaptation. L'adaptation au Maroc devrait tenir compte de nos capacités, devrait tenir compte surtout de notre savoir-faire local et de notre savoir-faire ancestral. Mais on fait beaucoup de choses, on est sur la bonne voie. Donc une adaptation qui doit tenir compte de notre savoir-faire, comme vous le dites. Selon vous, Monsieur Sinan, quels sont les secteurs au Maroc qui sont les plus vulnérables? Oui, alors comme l'ont dit mes collègues, le Maroc a fait beaucoup d'efforts. Vraiment, c'est un pays qui est donné comme exemple au niveau mondial par rapport donc, au respect de ses engagements, qu'il augmente de plus en plus. Donc, même si ce n'est pas un pays émetteur, c'est un pays vulnérable, mais par contre, il a décidé naturellement de s'engager dans la réduction des émissions des gaz à effet de serre. Mais on a fait une priorité nationale. Exactement. Donc, ce que je voulais dire par là, tout à l'heure, je disais, il faut aller dans un sens d'une réduction progressive de l'utilisation des énergies renouvelables et de l'augmentation de l'énergie fossile et de l'augmentation du développement des énergies renouvelables. Le Maroc, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Donc, il réduit l'utilisation de l'énergie fossile, d'ailleurs qu'il n'a pas, qu'il importe, et il développe de façon très forte donc, les énergies renouvelables. Alors, à l'horizon 2030, le Maroc va produire l'équivalent de ces 50% de ses besoins donc, d'origine renouvelable, solaire, éolien, hydraulique, etc. Moi, je pense que c'est un bel exemple au niveau international d'un pays vulnérable et qui avance
sur ce plan de façon très intelligente et il n'attend pas tout de la communauté internationale. C'est ce que je voulais préciser. Et il ne faut pas attendre, quand je dis la communauté internationale, c'est-à-dire des pays émetteurs, comme j'ai dit, donc ils vont traîner au maximum. Donc les pays qui n'ont pas compris ça, ils risquent d'attendre beaucoup. Le Maroc, il a pris le devant avant même qu'on commence à parler de changement climatique. Vous vous rappelez certainement, dès les années 80, donc on a senti donc un changement du climat et le Maroc a pris la chose en main de façon très sérieuse et a fait beaucoup de projets d'adaptation, mais qui n'appelaient pas projet d'adaptation au changement climatique. Personne ne parlait de changement climatique. Mais le Maroc a pris le devant et aujourd'hui, donc, on récolte les fruits de cette politique visionnaire. Donc déjà, la politique visionnaire des barrages a commencé au lendemain de l'indépendance et après, donc les années 80, donc un changement du climat et donc des projets qui tiennent en considération ça, qui considèrent que le climat, entre guillemets, il a changé. Et non pas que ces quelques années qui vont passer et on va récupérer notre climat des années 50-60. Non, dans les planifications, dans les différentes planifications, et notamment dans le secteur de l'eau, il y a ce qu'on appelle le PDER, le plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau par bassin, c'est-à-dire c'est un document dont la préparation nécessite quelques années de travail, pas quelques mois. Absolument. Et qui trace donc les besoins des pays, donc par région, en eau pour satisfaire donc les différents besoins. Et c'est les différents besoins qui s'expriment. L'agriculture, il dit que d'ici 2050, j'aurai besoin de tant d'eau, l'industrie, etc., etc. Et donc, qu'est-ce que je suis en train de dire ça? Le Maroc, il ne table pas sur les ressources en eau d'aujourd'hui pour servir ses besoins en 2050. Donc, il table sur une réduction encore des ressources en eau d'aujourd'hui. C'est ça la prise en compte de l'effet des changements climatiques. Et donc c'est comme ça qu'il faut faire, considérer que c'est une réalité qui ne va pas changer, considérer qu'il ne faut pas s'attendre beaucoup de la communauté internationale et avancer. Même mieux que ça. Je crois que le Maroc est en train de transformer la contrainte du changement climatique en opportunité de son développement socio-économique. Pourquoi? Absolument. Parce que au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de ressources fossiles au Maroc. Officiellement, pour le moment, on n'a rien. Donc, comparer cette situation à la situation de développement de ressources renouvelables qui sont très développées, qui sont très présentes au Maroc. Le Maroc, c'est un pays très riche en énergie renouvelable, le solaire, l'éolien, l'hydraulique et autres. Maintenant, on parle d'hydrogène, l'hydrogène vert. Donc, c'est une opportunité. C'est des grandes opportunités que le Maroc n'avait pas avant. Et donc, c'est un pays actif. Oui, le Maroc qui continue d'avancer, une vision marocaine donc, qui est stratégique et visionnaire. Il nous reste quelques minutes, donc j'aimerais me tourner vers vous, Monsieur Mohamed Yacoubi Khbiza, pour parler justement de la stratégie énergétique nationale, le Royaume qui a décidé de dévoiler sa stratégie de carbone 2050 lors de cette COP 2028. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Non, je pense l'affaire du climat et de l'environnement au Maroc, c'est une affaire stratégique qui est tenue par le haut niveau de l'État. Donc, il y a une volonté. Au début, j'ai parlé, il faut qu'il y ait une volonté. On voit au Maroc qu'il y a une volonté de s'adapter au changement climatique, d'atténuer les émissions du changement climatique et de faire que l'environnement soit bien géré. On n'a pas le choix. Toute l'économie, le Maroc dépend dans son progrès de ses ressources, que ce soit des ressources naturelles, que ce soit aussi des ressources humaines. Le Maroc est parmi les rares pays qui a honoré ses engagements. Donc, on est aux dernières communications nationales, au niveau de NDC, on est pionnier. Donc, on a un système, même, on est parmi les rares pays émergents qui ont instauré un système de MRV,
c'est-à-dire mesures, évaluation et suivi, qui justifient de la transparence et de la bonne gouvernance de l'affaire climatique. Donc, en termes d'adaptation, on fait beaucoup de choses. En termes d'atténuation, on n'a pas le choix, on est sur la bonne voie. Donc, le Maroc va présenter à l'occasion de la COP de Dubaï son plan stratégique de l'énergie qui est basé tout simplement à la réduction de notre dépendance en relation avec les énergies fossiles en termes d'exportation et de développer tout ce qui est énergie renouvelable, avec surtout les énergies, donc les énergies solaires, les énergies éoliennes, l'hydroélectrique. Et maintenant, on est parmi les pionniers, Inch'Allah, en ce qui concerne l'hydrogène vert. On a les potentialités, on a les capacités. Et plus que ça, on est en train de se placer parmi les pays les plus développés en ce qui concerne la promotion des énergies vertes. Tout ce que le Maroc fait actuellement en ce qui concerne la valorisation des ressources, de ses ressources et de ces minerais vont dans ce sens. Merci à vous, Monsieur Mohamed Yacoubi Khbiza. On arrive au terme de cette émission. Un dernier mot, Monsieur L'Issaoui. Je pense que ce qui se passera à Dubaï, et nous, on le suivra certainement avec beaucoup d'intérêt. Mais je continue à dire que la question du climat, des changements climatiques, c'est une question pédagogique. Ce n'est vraiment pas une problématique posée pour les vieux, pour les retraités, c'est posé pour les générations futures. Si on veut le faire, il faut le faire dès aujourd'hui avec nos enfants et les préparer à cela. Effectivement, le Maroc est bien préparé et je pense qu'il aura la capacité de répondre à toutes ces problématiques de manière très intelligente. Merci à vous, Monsieur L'Issaoui. Donc, le Maroc qui a fait des défis climatiques une véritable opportunité. Merci à vous, Monsieur. Donc, Driss L'Issaoui, vous êtes économiste et analyste politique. Absolument. Merci d'avoir été avec nous, Mohamed Sinan. Merci aussi à vous qui êtes professeur, expert en ressources en eau et changement climatique. Et enfin, Monsieur Mohamed Yacoubi Khbiza, qui est en direct avec nous depuis Marrakech et qui est professeur à l'université de Qadi Iyad. Donc c'est la fin de ce numéro de Questions d'actu. On se retrouve demain pour un nouveau numéro.